On va vous parler de la partie runner. C'est quelque chose qui nous passionne, on en fait intensément depuis un bon moment. On a pas mal d'expérience sur GitLab maintenant. J'ai réfléchi à la première fois que j'avais utilisé GitLab, c'était la version 5, ça date. Et aujourd'hui, cette présentation, un petit jeu de mots, Unagi, si vous êtes fan de Camelot, je pense que vous allez aimer. Ça va être notre séance d'entraînement. Donc entraînement comme nos pairs, que sont Perceval et Caradoc. À l'issue de cet épisode, je crois qu'ils se pètent une main. On va essayer de s'en sortir dans un meilleur état. Mais ça va être notre séance d'entraînement à nous sur cette CI et on va vous en parler, essayer de vous passer pas mal d'informations. Il y a certaines choses qui ont déjà été dites et Maxime me demande un truc. Est-ce que vous pouvez faire comme eux, enlever vos t-shirts? Là, non. Mais tu pourras passer après si tu veux. La CI, c'est notre quête du Graal. Elle nous permet d'aller en prod. C'est l'endroit, je saoule toutes les personnes avec lesquelles je bosse pour leur dire tout le temps, mais putain, partez en prod. C'est grâce à ça qu'on le fait. On y va, on a quelque chose qui arrive aux utilisateurs et c'est la CI qui nous permet d'automatiser tout ça tout le temps. Quand la CI marche, généralement, on est les plus contents. Petit point pour ceux qui font de la CI, qui en ont fait avec d'autres outils, je ne vais pas troller, je le fais déjà assez sur les autres. Vous oubliez tout ce que vous savez sur la CI, hormis ce que Philippe a dit, mais bon, il y a quelques minutes. Mais par rapport aux autres solutions, c'est ça qui m'a plu dans GitLab CI, c'est qu'elle changeait. Au moment où elle est sortie, elle changeait beaucoup. Elle a changé aussi grâce à cette personne-là, dont je ne citerai pas le nom, parce que c'est pas prononçable pour moi. Et il a un avatar, c'est celui de Twitter aujourd'hui, hein, j'ai pas cherché une photo d'il y a 10 ans. Cette personne, est à l'origine, le runner, c'était un truc en Ruby. GitLab est tout en Ruby partout. Et cette personne avait besoin de lancer des choses dans des images Docker. Bon, il s'est dit, je vais regarder l'API de GitLab, regarder un peu comment le Ruby Runner fonctionne, je mélange du Go, du Docker, les mêmes technos, et je vais exécuter ça, et je vais m'en servir comme un runner. C'est un runner non officiel qui sort en avril 2015, si je ne me trompe pas. GitLab fait un article dessus, mi-avril 2015. 2 semaines après, ça devient le runner officiel. Ils sont allés vite, mais ce runner, c'est ce qui pour moi a vraiment fait la différence dans GitLab. C'est quelque chose qui vous apporte des fonctionnalités avancées très facilement. Pour me présenter, donc Kevin, je suis chez Stack Labs, la boîte dont Fred vous a parlé tout à l'heure. Je suis le CTO, c'est d'ailleurs un honneur d'être dans une boîte et de manager et vivre avec des personnes qui sont autant passionnées tous les jours. Je suis expert sur la partie Google Cloud. J'ai un championnat du monde de Slooby à mon actif et 2-3 autres choses. Alors bonjour à tous, moi c'est Logan, du coup vous pourrez me retrouver sous le pseudonyme Neonox31 sur la toile. Je suis Software Automation Engineer à Airbus Defence and Space. Et puis du coup pour donner 3 mots sur moi, du coup c'est mon premier talk, tout premier, alors essayez d'être indulgent. Merci. Merci beaucoup. Je suis aussi fan d'IoT. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'ai jamais regardé Camelot, donc j'ai découvert Camelot à travers la construction des slides. Voilà. Alors comment commencer? Donc du coup vous pouvez aller directement sur gitlab.com, donc comme vous l'a montré un petit peu Philippe déjà. Donc en fait la première problématique que vous pouvez avoir en allant sur gitlab.com, c'est dire moi mon projet il est sur d'autres repos, comment je peux faire pour importer tout ça. Vous avez de la chance, GitLab a tout prévu, c'est-à-dire que vous pouvez importer vos projets de multiples repos, donc pas sur Bitbucket, il y en a plein, et c'est très très facile. En fait, vous voyez, vous avez l'interface pour le faire. Vous pouvez même faire du mirroring de repos, c'est vraiment très très simple. Du coup, pour dire un petit mot sur les runners, donc Philippe en a beaucoup dit tout à l'heure, mais on va un petit peu reboucler, on est désolé. Du coup, les runners, en fait, c'est un exécuteur. Donc, vous allez avoir des jobs, mais ça va exécuter des scripts, vos scripts, sur des machines qui sont extérieures à GitLab. Donc, ce runner, vous pouvez l'installer sur différentes archis, donc les plus connues, et vous pouvez aussi l'installer, du coup, avoir des exécuteurs qu'on appelle Docker ou Kubernetes. Donc du coup, on va vous parler, nous, surtout du .gitlab YAML pour mettre en place votre CI. Donc ici, les nuls, c'est vous. On est désolé, hein. Mais on va essayer du coup de corriger ça et de vous parler un peu mieux de tout ça pour que vous compreniez bien les tenants et les aboutissants de ce fichier.
Alors surtout, faut pas avoir peur, hein. C'est du YAML. J'en ai vu quelques-uns qui n'aimaient pas le YAML par là-bas, là. Je ne citerai pas. Mais du coup, on va bien vous expliquer, vous allez voir, vous serez bien cadré. Donc pour commencer, du coup, on va vous parler du job. Le job, c'est l'élément principal du GitLab CI YAML. Donc là, on a vraiment le job le plus simple du monde. Donc on a un nom, install, on a un emoji pour Philippe, parce que c'est très important. Et aussi, vous allez avoir, donc le paramètre principal du job, c'est le script en fait. C'est qu'est-ce que va faire votre job. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Ça, c'est la base. Ensuite, on va pouvoir y greffer différents paramètres. Donc on vous a sorti un peu les principaux. Il y en a beaucoup. On va pas tous les faire. Mais du coup, pour commencer, donc je vous ai déjà parlé du script. Ici, dans l'exemple qu'on vous montre, on voit qu'on utilise la commande jcloud. Et on peut se dire, mais comment je récupère ce binaire jcloud? Je ne sais pas comment. Comment ça se passe? Et bien en fait, vous allez utiliser le paramètre image qui va permettre à votre runner de tirer l'image Docker qui correspond, et donc ici Google Cloud SDK, et qui va vous permettre d'utiliser directement le binaire dans vos scripts. Ensuite, vous avez le fameux before et after script, enfin les fameux, pardon, qui vont vous permettre en fait d'initialiser et de nettoyer votre environnement pour votre script. Du coup, c'est assez pratique pour décomposer les choses et garder un peu votre job propre. Vous trouverez aussi le only except, donc qui va permettre de déclencher votre job sur différents types d'événements. Donc on entend par type d'événement des événements Git, c'est-à-dire vous poussez un tag, vous poussez une branche, un commit classique. Donc ça va vous permettre de canaliser votre job, enfin de déclencher votre job sur ces événements et surtout de le masquer si c'est d'autres événements. Donc on peut donner l'exemple ici d'une mise en prod d'une release candidate. Si je prends la regex que je vous ai affichée en bas, on peut dire tiens, je vais réagir que sur les tags, mais qui respectent cette regex. Du coup, ça va vous permettre de déclencher ce job que quand vous poussez une release candidate. Ensuite, deux petits paramètres assez sympas. Donc le hello failure. Donc ce hello failure, il va vous permettre d'autoriser votre job à échouer, mais sans faire échouer tout le pipeline. Donc ça peut être intéressant, par exemple, pour des tests d'intégration. On a souvent le cas où il y a des tests d'intégration qui ne fonctionnent pas ou qui sont très très longs. Et parfois, on nous met la pression pour une mise en prod qui est dans des jobs après. Dans ce cas-là, on peut utiliser ce paramètre. Et vous voyez, là, je vous ai mis des exemples. Le job apparaît avec un petit point d'exclamation orange pour vous indiquer que là, attention, ton job, il a fail. Et en plus, vous avez le pipeline qui vous indique, attention, moi je me suis bien déroulé, mais il y a quand même eu un ou plusieurs jobs qui a échoué là-dedans. Et pour finir, du coup, on a le paramètre when qui vous permet de déclencher manuellement votre job. Alors là, ça va être vraiment, vraiment vous être utile pour du déploiement. Par exemple, vous avez des déploiements sensibles. Vous voulez qu'il y ait une intervention humaine, vous voulez pas que la CI elle s'occupe de tout parce que ça va vous écraser ce qui est en prod alors que vous voulez pas tout de suite. Donc là, vous pouvez ajouter ce flag, et ce flag va permettre à seuls des utilisateurs ayant les droits de merge sur votre projet de déclencher ce job. Voilà. Donc, si vous aimez la lecture, il y en a plein d'autres, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc, vous pouvez aller voir la doc GitLab. Donc, Perceval, lui, il n'aime pas la lecture, vous avez une petite citation. Mais du coup, pour vous aider un petit peu, vous aiguiller, on a mis les liens, je ne sais pas si vous l'avez peut-être déjà remarqué sur les slides d'avant, vous avez les liens pour chaque paramètre qui vous permettront de retrouver ça facilement quand vous récupérez les slides. Alors du coup, maintenant que vous avez compris le principal du GitLab YAML, donc le job, la recette est prête. Donc on voit Merlin avec ses tours de magie. Donc vous êtes prêts pour encore plus d'explications. Donc une fois que vous avez un job, c'est bien, mais au final, vos applis, elles ne vont pas se dérouler en un job. Vous n'allez pas faire vos tests, votre déploiement dans la même tâche. On veut les découper. Donc là, j'ai fait quelque chose qui ressemble à peu près à ce qu'on fait au taf aujourd'hui. Je check le code, je lance des tests d'intégration, on déploie. Mais si je fais rien de plus là-dedans, donc c'est mon joli YAML, je lance ma CI et vous avez ce qu'il y a sur le côté. Tout qui s'exécute en même temps. C'est un peu con d'avoir le déploiement en même temps que les tests. Peut-être que c'est une version qui va foirer, donc ça vaut pas le coup. Donc là, il faut faire un peu d'organisation parce que c'est clairement le bordel. Donc pour ça, on va utiliser les stages. Donc j'ai lu la doc, j'ai vu qu'on pouvait écrire stage, c'est du YAML, il n'y a personne qui m'en empêche, j'écris.
Donc j'ai mis des stages qui représentent à peu près les tâches que je veux faire, donc un check et ensuite différentes choses, des tests, des builds, du deploy. Et là je me fais engueuler parce que je lance ça et mon YAML est invalide. Pourtant le YAML est valide en termes de code. Sauf que j'ai pas respecté dans la petite infobulle, il dit par défaut tu as 3 stages, build, test et deploy, qui sont d'ailleurs dans ce sens-là. J'aurais pu le deviner, j'aurais pu lire plus la doc, j'aurais pu aussi utiliser le linter de la CI. C'est un truc qui est extrêmement pratique. Je prends mon GitLab CI YAML, je le copie, je le colle dans cet IHM web. Et le bouton est accessible à côté des pipelines, donc généralement vous ne le loupez pas. Et ça va vous dire, là vous le voyez un peu sur la partie basse, ça vous dira exactement ce que fera la CI avec ce GitLab CI YAML. Vu qu'il est commité, vous pouvez effectivement le tester que post-commit. Donc là, vous allez vous éviter des tâches, des commits et des commits pour voir vos pipelines fail à la 10e étape. C'est un peu chiant si ça met 10 minutes. Donc, maintenant que j'ai relu la doc, j'ai vu que je pouvais mettre stages en plus. Il y a un mot-clé à la racine et ça me permet d'organiser mes stages. Et donc là, maintenant, j'ai bien mon check, puis mes tests. Je préfère faire les tests avant le build. J'ai des tests qui sont différents. Et ensuite, build, deploy. C'est vraiment pratique. Donc, là, j'ai fait tout mon taf et comme vous le savez, dans le Slowbee, hein, l'important, c'est les valeurs ou les variables. Tous les variables, important. Donc, je vais vous parler, comme vous l'avez compris, des variables. Du coup, on a différents types de variables dans GitLab CI YAML. On va commencer par les globales, en fait. Donc, si vous avez bien compris jusque-là, on a un scope plutôt global au-dessus des jobs et puis dans chaque job, on redéfinit un contexte plus précis au job. Donc ces variables globales, pardon, excusez-moi, du coup, elles vont être définies là-haut et elles vont pouvoir être utilisées dans chacun de vos jobs. Donc là, on voit ici que du coup, le script va réutiliser la variable GCP project. Ensuite, vous avez les variables locales, donc ici, qui sont dans le job, donc ici dans le déploiement de prod. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous le définissez dans votre job et que vous l'avez déjà en global, ça va venir écraser du coup le bloc qui est en global et remplacer donc votre variable dans ce cas-là. Donc on peut voir qu'on a un projet particulier de prod avec suffixé -prod qu'on spécifie dans notre script. Vous avez aussi les variables d'environnement. Alors là, ça c'est des variables qui sont directement amenées par le runner GitLab. Donc elles vont vous permettre en fait de réagir sur des événements, de récupérer des informations provenant de Git. Par exemple, si vous poussez un tag, vous allez pouvoir le récupérer pour flaguer votre version lors du déploiement, par exemple. Vous en avez une multitude, elles sont toutes préfixées par CI. Ensuite, il y a les variables secrètes. Alors les variables secrètes, elles vont être principalement, ça sera même surtout des variables qui seront jamais à être dans votre code. C'est-à-dire que du coup, par exemple des logins ou des mots de passe, vous n'avez pas à les stocker dans votre code. Pour ça, GitLab vous fournit une UI où vous pouvez aller saisir ces variables, des logins, mots de passe ou des tokens SSH là par exemple, qui vont vous permettre du coup d'être injectés directement, réutilisés directement dans votre job. Il faut savoir que ces variables, elles peuvent être protégées, c'est-à-dire que du coup, vous pourrez les récupérer que si vous êtes sur une branche protégée de votre repo. À savoir que GitLab, il protège par défaut la branche master. Voilà, vous pouvez en protéger d'autres, mais il protège master. Alors, je récupère parce qu'au final, on fait du YAML, on en fait, on rajoute. Et à la fin, on se retrouve avec plein de choses. Mais sauf qu'on reste développeur. C'est pas parce que c'est pas mon code, c'est le code de la CI qu'il faut pas en prendre soin de la même manière. Donc on se retrouve avec plein de choses répétées. Grâce aux variables, on peut au moins factoriser, mettre tous les noms de projets en haut par exemple. Mais là, ça devient too much. Donc c'est le genre de réaction qu'on a quand on voit un bout de code comme ça répété partout et qui nous plaît pas. On sent, c'est un code smells hein, de pas le sentir. Bah, pour ça, il y a le fameux don't repeat yourself. C'est un pattern qu'on utilise, il est certainement améliorable. On va faire une sorte de fonction. Donc, ce que vous voyez là, c'est pas propre à GitLab. En fait, c'est du YAML et dans la syntaxe YAML, vous avez le droit d'écrire ce genre de syntaxe avec des qui s'apparentent à des fonctions avec le commercial. Philippe a parlé du extends tout à l'heure, que je n'ai pas manipulé, donc je ne l'ai pas mis dans les slides. Mais ça permet, vous voyez sur le deployment qui se trouve plus bas, d'avoir, j'exporte des variables
qu'ensuite j'utilise dans cette fonction. Et je pourrais avoir 15 blocs de déploiement, et ben, il n'aurait qu'une seule balise script comme écrit, et ce serait toujours la même, je n'en modifierais qu'une seule si je souhaitais faire évoluer ma méthode de déploiement. Mais là, on a notre CI, on la lance, mais on finit souvent à regarder la CI. On attend, on va attendre un peu, et elle tourne, c'est long. Pourquoi c'est long ? Parce qu'on a des builds, alors là j'ai fait avec du Java, c'est Maven, on télécharge la moitié d'Internet. Avec Node, on télécharge l'autre moitié, c'est ça qui est cool si on fait du front et du back. On a plein de choses. Donc là, il est intéressant d'utiliser du cache. On en a parlé tout à l'heure, il y a eu des questions intéressantes. Le cache, il peut être de plusieurs niveaux, il peut être global. Alors quand je dis global, c'est violent, hein. Là, votre runner, son cache est partagé sur tous les jobs. Tous les jobs qu'il va lancer, tous les pipelines. C'est global, il n'y en a qu'un. On partage tout. Vous pouvez être un peu plus spécifique. Nous, on utilise très souvent ça, où on va mettre, et on va utiliser les variables d'environnement qu'on a présentées, pour faire un cache spécifique. Donc par exemple, avec le pipeline ID. Donc on aura un cache qui sera répercuté entre les jobs d'un même pipeline. C'est dur. Et au moins, on est sûr que c'est utilisé qu'à cet endroit-là, et le pipeline suivant aura un nouveau cache. Ensuite, on peut aller plus loin, être encore plus spécifique et avoir des caches au niveau des jobs. Et là, on va retomber sur le pattern que je vous ai évoqué tout à l'heure, donc avec une clé qui va être unique. Sauf que s'il y a quelqu'un d'autre qui l'utilise dans un autre projet, et avec votre même runner, il aura potentiellement le même cache. Après, il y a une issue qui est ouverte côté GitLab pour pouvoir concaténer. Donc avoir par exemple pipeline ID plus un élément que vous définiriez. Là, ça pourrait être pratique pour avoir du cache que pour la UI et un cache que pour le backend. Au moins, on télécharge 2 fois Internet, mais séparés. Et pour finir, il faut, sur les caches, réfléchir à quand les utiliser. Il y a des fois, on n'a pas besoin du cache. J'ai mes 10 étapes de build de mon front en JS, il a besoin de Node. La dernière étape où la seule chose que je fais, c'est pousser sur GCP, ou n'importe quel environnement, j'ai peut-être pas besoin d'avoir mes 400 mégas de dépendance Node. J'ai juste besoin de l'image Docker avec la ligne de commande. Donc là, grâce à ça, on a les push et pull policy qui nous permettent de dire bon, je veux le cache là, je veux le prendre, ou je ne veux pas le prendre du tout. Ça prend du temps, hein, les 400 mégas de dépendance Node ou Maven, il faut les target IP, les détarger IP au départ et les réenvoyer sur le serveur à la fin. Donc ça prend du temps, il faut bien le prendre en compte. Toutes ces solutions, je pense que ça va répondre à ce qu'on évoquait tout à l'heure, elles sont... La gestion du cache est gérée avec le protocole S3, donc vous pouvez utiliser S3, Minayo qui est une implémentation open source que vous pouvez hoster vous-même, ça tourne chez Clever, on le fait et ça tourne bien. Ouais. Et depuis peu, d'ailleurs, on a chopé le commit au hasard en fouillant pour la présentation. On a vu ce commit-là, donc on était content, on travaillait avec GCS. Et c'est arrivé dans la 11.3, donc exclu. On a maintenant la compatibilité avec les buckets Google. Ça ne change pas beaucoup pour vous, mais nous, c'est pas mal. Et donc, c'est une des solutions pour un potentiel partage de cache multi-runner, puisqu'au final, ça décentralise le cache et ça permet de le ramener auprès d'autres runners. Quand vous avez le cache, c'est bien, mais au final, dans Camelot, il y a une quête, et c'est la quête du Graal, et c'est l'artefact. C'est ce que vous allez essayer d'attraper, de trouver et de créer. Et donc ça, on peut le gérer aussi dans GitLab. Et ça, du coup, on le gère avec les artefacts. On en a parlé tout à l'heure. En gros, les artefacts, ça va vous permettre de publier sur l'UI de GitLab, par exemple, les résultats d'un build de votre applicatif. Donc ici, par exemple, on fait un Maven install et on produit un jar qu'on veut exposer du coup dans les pipelines. Et donc voilà comment ça se représente en gros dans votre job. Vous allez avoir un petit bouton download qui va apparaître et vous allez avoir le tar.gz comme on l'a dit avec le jar à l'intérieur. Vous avez aussi un bouton browse qui va vous permettre de parcourir directement le contenu de votre archive zip au sein de GitLab. Le seul truc un peu dommage, c'est qu'on ne peut pas ouvrir les fichiers dans la web IDE. Bon, c'est pas très grave, mais du coup, c'est un truc à savoir. Vous retrouvez aussi le bouton download donc, au niveau de chaque pipeline, donc vous avez la liste. Et du coup, ça va vous permettre, pour vous donner un exemple, si vous avez un bug sur votre applicatif, là sur la dernière version,
vous pouvez par exemple aller vérifier si ce bug est présent dans une version précédente. Donc c'est-à-dire que vous allez parcourir vos pipelines des versions précédentes, récupérer votre artefact, donc le point jar par exemple, l'exécuter sur votre machine et vous pouvez constater si vous aviez le bug ou pas. Donc ça permet de comparer, c'est vraiment très très pratique. Il y a un artefact un peu particulier, enfin il y en a même plusieurs, mais on va parler aussi du coup des pages. Donc là les pages, elles vont vous permettre de publier votre artefact, mais à un sens un peu plus large pour un public. Par exemple, on peut donner l'exemple du coup d'une couverture de test unitaire ou même générer des métriques dans des jobs. Vous allez vouloir les exposer à différentes personnes. Et pour ça, vous pouvez utiliser les GitLab Pages. Donc ça va vous générer une URL sur gitlab.io directement. Donc là, vous avez le template HTML simple. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est simplement le template que vous pouvez générer depuis l'UI de GitLab en ajoutant un fichier. Et vous en avez plein d'autres. Donc il y a Hugo, Doxygen, Jekyll. Par exemple, vous pouvez aussi générer une documentation. Vous avez une documentation qui s'auto-génère avec votre code. Vous pouvez utiliser les pages pour la publier directement. Là, c'est vraiment la plus-value de cette chose-là. Donc là, on a parlé de tous les cas où ça marche. J'ai livré, j'ai buildé, j'ai testé, j'ai livré, tout fonctionne. Mais généralement, la CI est là pour vous dire aussi quand ça ne marche pas. Et perso, c'est à peu près l'état que j'ai quand je vois ça. Là, je vous ai centré sur les erreurs, mais il y a 30 000 lignes. Vous tapez, moi ça ne me passionne pas de me taper 30 000 lignes de log dans une IHM web qui met 4 ans à charger parce que forcément il y a beaucoup trop de logs pour cette IHM. Ce qui serait bien, c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus sexy pour savoir pourquoi ça n'a pas marché. Et on ne va pas aller mettre des console logs ou des system out pour aller voir dans la CI pourquoi ça ne marche pas. Et pour ça, en fait, il y a un artefact, encore un nouveau, qui vous permet, donc c'est un format JUnit, c'est un format qui est là depuis 15 ans, qui marche bien, qui est compatible avec plein de choses, et que vous allez juste placer avec quelques mots-clés, comme vous l'avez sur le slide. Vous pouvez utiliser même des regex. Vous allez pointer ce fichier qui est dans un format particulier, et GitLab va automatiquement vous présenter les résultats de vos tests dans la UI. Plus besoin d'aller regarder les logs, parce qu'au final, ce n'est pas forcément là où vous avez le plus d'éléments importants. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez avoir des liens qui vous ramènent directement vers la ligne du log en échec, voire le code lui-même. C'est compatible avec plein de choses, je vous laisse jouer avec, c'est vraiment très très simple à mettre en place. On a vu les tests. Il faut se défendre. La sécurité, c'est quelque chose d'important, mais il faut aussi aller de l'avant, attaquer aussi les problèmes de sécurité. Moi, j'aimerais et j'adore avoir un outil qui me présente les failles de sécurité directement dans une merge request. Un dev a ajouté une dépendance, ouais, elle est super cette dépendance, ça fait le café, ouais, et elle m'amène 8 failles de sécurité critiques dont je ne veux pas en prod. Ben là, j'ai un outil, j'ai quelque chose qui peut me le présenter sur une merge request. Ça se fait encore une fois avec du YAML, vous commencez à avoir l'habitude. C'est un job particulier qui s'appelle ASAST, spécifique. Alors là, c'est un truc bizarre, c'est du Docker in Docker, Docker Inception, où on partage d'ailleurs. En termes de sécurité, ce truc est horrible. Hein. Si vous avez des équipes sécu, ils ne veulent pas qu'on fasse ça. Ouais, faut pas le faire. Merci. Mais l'élément important, vous retenez la fin de la deuxième ligne de script, là, c'est run. Donc ça lance SAST sur votre code. Et à l'issue de ça, ça sort un artefact qui représente les messages verbeux que je vous ai affichés là. Des fois, on ne les comprend pas. Hein. Moi, je n'ai pas tout compris. Je l'ai lancé sur une appli. Il parlait de références cycliques. J'avais mis Hello World. Donc, ça fait le taf, mais des fois, il faut le comprendre aussi. Plein de technos supportés. Ils en ajoutent tout le temps. De toute façon, si vous suivez l'activité GitLab, il y a une release tous les mois et tous les mois, ils réinventent tout. Et c'est génial à suivre. J'espère que vous avez compris le max de choses. Si comme Perceval vous êtes un peu perdu parce qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'éléments et que démarrer pour vous ça fait peur, il y a un autre élément. Alors cet autre élément c'est AutoDevOps, donc c'est GitLab qui a pris un peu les choses en main pour un peu le développeur qui veut pas se prendre la tête avec toute cette charge de CI etc. Donc en fait GitLab va vous proposer un template directement, même au sein de l'UI, pour votre .gitlab YAML, qui va s'adapter à votre code. En fait, il va regarder quel code vous allez utiliser, Java ou autre, et il va vous générer tout un pipeline en conséquence, automatiquement. Donc ça, c'est vraiment c'est très récent et c'est vraiment un truc très puissant.
C'est quelque chose qui va utiliser principalement les runners Kubernetes pour information, mais il paraît que la plupart des jobs peuvent tourner ailleurs. À voir, ça je ne m'engage pas. Mais donc vraiment le pipeline va devenir dynamique, c'est-à-dire que là vous allez avoir du build, du test, des métriques de code, vraiment plein de choses. Vous allez même pouvoir passer par du rollout de production pour dire je suis sur Kubernetes, j'ai des pods, je veux mettre que certains pods à jour, 10%, 20%, etc. C'est vraiment très puissant et vous n'avez rien à faire, vraiment rien à faire. Et maintenant, du coup, si on parlait un peu Ops, du coup, comment on peut installer un runner? On va essayer de vous expliquer, c'est très simple. Du coup, en fait, on vous donne le cas, là, enfin le descriptif, la recette, pardon, d'installation d'un runner Docker sous Debian ou autre, sous Linux si on veut. C'est un peu le runner principal, le type de runner principal qu'on rencontre. Donc comme vous pouvez le voir, ça tient sur un demi-slide, c'est vraiment pas grand-chose. Vous avez l'installation de Docker, puis vous passez par l'installation du GitLab Runner, et ensuite vous avez juste à enregistrer votre runner. Tout ça en moins de 3 minutes, donc on peut vous le montrer. Donc on n'a pas voulu faire de fail, Ouais. de réseau, de presse, de quoi que ce soit. On a des jolies. On a les vidéos. Elles sont un peu coupées, donc très rapides. Donc vous étonnez pas si ça prend moins de 3 minutes, beaucoup moins. Mais en gros, voilà, on va installer Docker, on récupère GitLab Runner via le curl. Ensuite, une fois que ce runner est récupéré, on va aller on va le lancer, on va lancer l'enregistrement. Donc je suis désolé pour les artefacts de vidéo, hein. C'est la première fois que j'enregistre un screencast et je suis pas très doué. Du coup, on va se préciser sur quel GitLab on veut relier notre runner, donc ici gitlab.com. On va rentrer le token qu'on récupère dans les paramètres de notre projet, dans la CI, pour que le runner puisse dialoguer, et après le runner va directement se connecter à GitLab. Donc on désactive aussi les shared runners, pour pas en prendre un au passage, et puis on lance notre pipeline. Donc on voit qu'ici, il démarre sur notre runner, on voit bien GitLab Runner tout en haut, et on voit que le job réussit. Voilà. Donc c'est vraiment très très rapide. Donc là c'est accéléré, mais sinon c'est 3 minutes chrono. Voilà, sinon je voulais vous faire un petit retour d'expérience. C'est souvent, quand on est Ops, ou DevOps, du coup on a les devs qui viennent nous voir et nous disent « Oh ta CI elle est trop lente, c'est toujours trop lent. » C'est vraiment toujours trop lent. Donc je peux vous donner quelques petites astuces. Je n'ai pas toutes les recettes miracles, mais ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, ça va peut-être vous aider vous aussi. Du coup, on en a déjà parlé, mais on ne va pas revenir dessus. Paralléliser votre job et utiliser le cache. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser les GitLab Schedules pour planifier votre job dans les heures creuses, la nuit ou non, ça dépend comment vous bossez. Mais ça va vous permettre de construire vos images Docker, par exemple, la nuit et de ne pas polluer un peu tous les runners pour les développeurs la journée. Donc c'est assez pratique. Vous pouvez aussi greffer un repository manager tel qu'Artifactory ou Nexus à vos runners et les relier à vos runners, de préférence en LAN si possible. Nous, c'est ce qu'on fait grâce à Clever. Et ça va grandement accélérer le téléchargement de vos packages. Et enfin, du coup, le conseil que je peux vous donner, c'est de baisser le nombre de jobs concurrents. Bon, ça, on n'a pas trop envie de le faire en général, mais du coup, c'est quand même un conseil que je peux vous donner. Mais souvent, du coup, on est limité en nombre de ressources. Donc on se dit, ouais, on baisse les jobs concurrents, mais comment on peut faire après pour adapter nos ressources? On voudrait voir plus grand. Donc on ne va pas faire construire une table ronde autour de laquelle on va s'asseoir, mais on va faire quand même quelque chose de pas mal. Tout ça, ça va être possible grâce à des technologies que vous connaissez. C'est quasiment un rébut. On va prendre les runners, on va les mettre dans Kubernetes, de préférence sur GKE, donc chez Google Cloud, et on va brancher tout ça à GitLab. Alors ça peut être gitlab.com, là ce qu'on va faire, ça peut être votre GitLab managé à la maison, peu importe. Donc ça, c'est encore une fois très simple, et c'est expliqué en vidéo, en live. Allez, charge. C'est directement dans l'IHM, je me log avec mon compte Google, j'ai rattaché ça à mon compte GCP, donc au final tout est accroché, et je peux directement, depuis la UI de GitLab, définir des informations nécessaires pour la création d'un cluster Kubernetes. Je ne suis toujours pas sorti de l'IHM Web. Je choisis où mon cluster se trouve, la taille des machines. Tout se fait tout seul. Voilà, là il est en train de construire. J'attends un peu.
je vais couper la vidéo. Là, vous voyez par exemple que le cluster est en train de se construire. Donc, ça met le réseau, ça met en place les VM, tout se fait, hop, c'est vert, c'est bon. L'IHM s'est mis à jour, j'installe des composants importants pour le fonctionnement de Kubernetes côté GitLab. Donc j'installe directement encore une fois l'IHM Web, je ne suis pas sorti, je n'ai pas pris un terminal, j'ai rien touché. Installe, c'est fini. J'ai un ensemble de runners définis par défaut. Des fois, ça peut suffire pour vous faire tourner votre CI dans Kubernetes directement. Petite d'info, vous avez 300 $ de jetons de crédit sur GCP si vous faites cette action-là. Profitez-en, vous l'activez. Vous pouvez même les utiliser pour autre chose. Mais par contre, c'est bien, mais on a la configuration par défaut. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est quelque chose d'autre. Du coup, par défaut, en fait, vous allez définir une taille fixe sur votre cluster. C'est-à-dire que vous allez choisir, je ne sais pas si vous avez vu sur les HM, vous pouvez spécifier le nombre de nodes qui vont tourner, donc le nombre de machines. Et nous, on veut que ce soit un peu plus flexible. Donc, on voudrait adapter vraiment les ressources à la demande. Alors pour ça, du coup, il faut faire différentes manips. Donc on ne va pas vous détailler tout là. On peut tout vous donner après dans un repo, le value YAML, etc. Mais en gros, ça consiste à aller simplement dans l'UI de GCP, d'activer l'autoscaling, ensuite de patcher via Helm un values YAML, et après, du coup, ça va vous permettre de lancer vos jobs et surtout de faire monter votre machinerie adaptée à vos jobs. Voilà, donc, comme on va vous montrer. Donc ici, pour vous détailler, je suis désolé, je monte devant, vous allez avoir les pipelines ici qui vont s'afficher. Donc on a fait un pool de 20 jobs qui vont se lancer en même temps. On a défini une concurrence à 10 jobs. En haut, là, le premier encart, vous voyez, c'est les jobs qui se montent. Donc il y en a 10 qui vont se créer, qui correspondent à des pods Kubernetes. Et en dessous, ce seront les machines, donc dites nodes sur Kubernetes, qui vont se scaler, qui vont monter. On n'en a qu'une pour l'instant. On va voir qu'elle. Et en bas, on a les ressources. Donc on va voir que ça va monter. Là, on a 3 machines qui sont montées. Donc la vidéo est accélérée. Je précise. Et donc en fait, ces 4 machines en tout vont assouvir du coup les demandes de job. Donc là, on en a 10 en parallèle. La charge des machines va commencer. Là, on voit que la première machine, les métriques mettent un peu de temps à remonter sous cube. Je suis désolé. Mais du coup, on voit qu'elle commence à être chargée. Les autres vont arriver, voilà. On arrive. Les machines se chargent peu à peu. Donc on voit que les conteneurs se sont créés. On a des jobs qui commencent à se terminer avec succès. Donc c'est très rapide. Hein. Et donc là, hop, on a fini les 10 premiers quasiment. Il en reste encore 2. Et du coup, on voit que les machines sont encore bien utilisées. Et là, on va arriver bientôt à la fin des 10. Et là, voilà, on a fini les 10. On voit que du coup, ça a pris les 10 tests supplémentaires. Et on a exécuté tous les tests. Donc, on accélère vraiment beaucoup la vidéo. Et là, vous allez voir que les machines, au bout d'un moment, si elles n'ont plus rien à faire, là, elles s'ennuient. On voit en bas, le CPU, il s'ennuie. Et du coup, elles vont scale down automatiquement. Donc, elles vont se décommissionner de Kubernetes. Et ça va vous permettre en fait d'avoir un maximum de performance au moment donné où vous demandez une grosse charge, où vos développeurs vont demander une grosse charge, et en même temps, quand vous avez plus de charge, de payer le moins possible. Donc ça, c'est vraiment, c'est là où c'est vraiment intéressant d'avoir cette infra mise en place. Voilà, du coup, on a encore le scale-down. Il en reste encore une là qui va partir là. Hop, voilà. Du coup, et voilà, et on a terminé tous nos jobs. Et vidéo finie. Vitesse réelle, on est à une demi-heure. Ouais. Vous avez gagné du temps. Donc là, en fait, vous avez vraiment une solution pour avoir du runner à la demande, quoi. C'est vraiment le truc, moi, que je trouve intéressant et que je souhaiterais mettre en place dans le cadre de mon job. Et voilà. Donc, merci à vous. Merci à vous. Merci d'être là. Je tenais à faire une toute petite dédicace à ce monsieur, Alexandre Astier, que vous connaissez certainement, que j'adore. Et je me suis éclaté avec Logan pour faire cette présentation. On a découvert plein de choses sur Cube, sur GitLab. Et sur Camelot. On a découvert des choses encore et encore sur Camelot. Refaire les gifs, ça prend un temps de fou parce qu'il faut regarder l'épisode en entier, on peut pas l'arrêter.
Est-ce que vous avez des questions? Ah, monsieur là-bas que je ne connais pas. Le cheat values de help était dit pour définir comment tes nodes cubes vont filer. Tu peux le trouver sur le repo du GitLab Runner, en fait. Il te donne le values YAML par défaut qu'eux, ils déploient derrière. Ça se configure au niveau du runner. Et pas via l'interface de GitLab pour le coup. Exactement, là, il faut que tu utilises elle, mais tu vas patcher le déploiement du runner. Ouais. Il faut bien lire la doc. Du coup, vous avez parlé de l'import de GitLab, enfin de GitLab, mettons à GitLab. Oui. Est-ce que vous savez si ça importe les PR avec? C'est souvent le plus compliqué dans l'historique projet. Enfin, si t'attends Git, ça a migré, c'est ça. C'est tout ce qui est PR et merge request. Je sais pas. Il y a un import de où à où? De Bitbucket vers GitLab. Ouais. De GitHub vers GitLab, je pense que ça marche, à tester. Je sais que ça récupère les issues, donc... Après, les API... Il y a des API côté Bitbucket, je pense que on manipule l'API de GitLab assez facilement. Je suis en train de migrer chez GitHub et ils me facturent assez cher pour pouvoir migrer. Ah, bon. C'est le coup de partir. Ouais, si ça ne peut pas assurer, si tu ne fais pas la migration toi-même, toutes les boîtes te factureront cher. Oui, enfin, alors, c'est faire ce box par GitLab, donc c'est une community edition. C'est un exemple. Non, là, je vais regarder, mais... D'autres questions? Ouais, toujours. Ouais. Les artefacts, enfin, vous avez parlé du cache qui est potentiellement stocké sur S3, et les artefacts qui sont stockés sur l'instance GitLab. C'est stocké sur l'instance GitLab elle-même, sur l'UI. C'est uploadé directement. Vous n'avez pas des GPU pour le scaling du coup de l'espace de stockage de GitLab en lui-même? On n'est pas allé voir jusque-là. Hein. Par défaut, il me semble qu'on est d'accord, c'est sur l'instance. Est-ce que dans le joli GitLab RB qui fait des centaines de milliers de lignes, qui permet de configurer GitLab, on peut changer ça? On n'est pas allé regarder, on n'en a pas eu le besoin. Donc, D'autres questions? Oui. La première présentation, et là, on a vu qu'il faisait aussi Registry, Maven, Docker Registry. Alors, Maven, Maven, ça fait 3 semaines. C'est ça. C'est ce que par le slide que Philippe montrait, ce que ça fait au début GitLab et ce que ça fait maintenant. Moi, j'adore évoluer dans cet écosystème parce qu'au final, il rajoute des fonctionnalités petit à petit. Tous les mois, on est comme des fous. À chaque fois, le 22 du mois, hein, vous pouvez prendre l'habitude. Le 22, on regarde le jour, on se dit bon, ça, c'est un samedi, on s'envoie des messages. On se dit putain, t'as vu, il y a ça, c'est sorti enfin. L'import, le move to GitLab, le repository Maven, les multiples reviews sur des requests arrivent bientôt d'ailleurs. Plein de choses et ça sort tout le temps. Donc là, je suis content d'apprendre un petit insight sur le NPM Registry et ça fait plaisir aussi. Le lien avec l'article qui était noté là dans l'article, c'était pour remonter les images. Oui, via le remontage des images Docker et aussi des paquets. Nous, dans notre cas, on a beaucoup NPM, paquets NPM ou Maven, quoi. On l'utilise pour les deux. On ne sait pas. À voir, à étudier, on ne sait pas encore pour l'instant. C'est une main levée, je pense. La version GitLab la plus élevée coûte $99 par mois et par utilisateur. Pour vous qui utilisez depuis un petit moment, quelle est la killing feature qui permet d'avoir un tel tarif par utilisateur et par C'est déjà bien. Ton point de vue? Pour moi, c'est un tout. Hein. C'est... voilà, tout intégré. Il manque peut-être quelques intégrations. Ça arrive sur VS Code dans les IDE. Donc, on a certaines choses. Moi, je suis plutôt côté IntelliJ, donc ça manque. Mais sinon, j'ai une IHM. Je peux tout faire. Maintenant, il y a toute la gestion des stories, des épiques, des boards. Ça bouffe tout. Et ça le fait bien, ça le fait simple. C'est vraiment ça que j'adore sur GitLab. Et j'en viens même à me dire que mes projets GitHub
bah, je vais peut-être les bouger aussi. J'ai pas besoin de tout ça, mais je l'aurai, je pourrais commencer à l'utiliser. C'est vrai, ils pensent à tout le monde, quoi. Ils pensent aussi bien aux devs, mais ils pensent aussi aux opérations. Par exemple, moi, chez Airbus, il y a beaucoup de gens qui sont moins à l'aise avec une IHM de GitLab, et du coup, on voit qu'ils intègrent ces gens-là. Et avec les nouvelles features, on voit les environnements, etc. Ça attire les gens et ça leur donne envie d'utiliser cette UI. Et du coup, on arrive un peu à combler le gap DevOps qu'on essaye de combler tous les jours, quoi. Donc c'est assez puissant là-dessus. Et en plus de ça, on parle sur le même outil. Et ça, je trouve que humainement, c'est déjà super parce qu'on n'est pas chacun sur notre outil. Moi, j'ai mon outil qui fait ça et l'autre, il a son outil de code et j'y vais pas. Je me suis trompé d'UI, c'est pas celle-ci sur laquelle je veux aller. Là, on est au même endroit et au final, on peut référencer un command depuis une epic, depuis une ligne de code, depuis n'importe où. Et ça, de travailler dans un environnement comme celui-ci, c'est vraiment pour moi la killing feature. Et franchement, tous les 22 se dire, on a un truc qui sort et nous, c'est Clever qui le met à jour, se dire 2, 3, une semaine des fois, 2. Après, on a les nouvelles features, c'est pas qu'un truc de on va le faire dans 6 mois, on l'a de suite. Donc c'est vraiment top. D'autres questions? On va présenter les conteneurs, les runners plutôt sur Kubernetes. Comment vous allez, je sais pas si vous êtes tombé sur le cas de figure de devoir compiler du coup un conteneur Docker dans un conteneur Docker sur Kubernetes. Comment vous allez gérer ce cas-là si vous l'avez eu? Non, on n'a pas eu à le faire. On n'a pas eu à le faire, mais je pense que ça doit tourner autour du Docker in Docker. Hein. S'il va partager des trucs en termes de... Il y a d'autres solutions. Après, on peut le faire, mais avec des outils qu'il commence à intégrer toute la partie Google Container Tools. Donc, moi, je le fais en Java avec Jib. Et Bazel permet de builder des images Docker sans Docker. Et c'est le projet Calico qui permet de faire ça. Et Google en parle début du mois dernier. Dans la dernière issue du mois d'avant, dans la dernière issue, ils disent on s'y intéresse, on le prend et on va l'utiliser. Donc je pense qu'on va avoir quelque chose, Philippe a peut-être un insight aussi, pour nous permettre de builder sans avoir forcément Docker. Mais déjà, en fait, je sais qu'il y a des changements par rapport au Docker in Docker, mais j'ai pas mis le nez dedans. Je crois qu'ils ont trouvé une solution pour que ce soit un peu plus sécure. Oui, Kani, c'est l'outil Google qui... J'ai pas encore lu. Et pour revenir sur l'histoire des issues, t'as pas le choix, il faudra que tu utilises les API, que ce soit GitLab ou GitHub, tu es obligé de te faire un script avec les API. Alors c'est pas bien compliqué, les API existent des deux côtés, donc... Ils ont fait un ticket justement dans GitHub pour préparer maintenant des demandes plus graduelles. Mais bon, après, ça se fait en quelques minutes. Donc pour ça, ça me demande combien GitHub pour faire... À la limite, je te fais le script. L'API de GitLab, elle est vraiment chouette, quoi. D'autres questions? Ou pas? Vous avez les pizzas, on peut en reparler, on peut échanger.